définition et épidémiologie du sevrage ventilatoire difficile. Donc une diapositive de lien d'intérêt. Donc finalement, première question, la définition de sevrage. Qu'est-ce qu'on cache derrière ce vocable de sevrage? En relisant la toute récente recommandation formalisée d'experts commune à nos deux sociétés francophones comportant des réanimateurs, et dont le titre était intubation-extubation, on se rend compte que finalement, dans la partie introductive est faite une distinction entre l'extubation et le sevrage, en expliquant que des problématiques différentes sont rencontrées par le fait de se séparer du respirateur et par le fait de se séparer de la sonde d'intubation, le plus souvent du dispositif endotrachéal. D'ailleurs, l'algorithme résumant ce travail est un algorithme d'extubation du patient en réanimation. On relève tout de même que la première phase de cet algorithme, la première partie de cet algorithme repose sur la réalisation d'un test de ventilation spontanée, d'un test de sevrage, et en fonction du succès de celui-ci, était découlé tout un tas de propositions. À la même période, de l'autre côté de l'Atlantique, nos collègues nord-américains ont également proposé et publié des guidelines sur ce sujet. Le vocable utilisé est là, en accentuant mon accent français, libération de la ventilation mécanique. Et l'on constate que finalement les 3 points mis en avant dans ce travail sont la réalisation d'un test de ventilation spontanée, et puis également être particulièrement attentif à la sédation, et 3e point, recours à la ventilation non invasive dans une population sélectionnée. Donc finalement, j'ai envie de dire, en revenant à cette conférence de consensus international publiée en 2007, et qui d'ailleurs, dans laquelle a été partie intégrante la SRLF et puis les sociétés nord-américaines, eh bien on revient à ce terme de sevrage, et notamment dans ce travail était figurée cette représentation schématique du parcours au sein de nos services d'un patient intubé ventilé, avec donc l'admission du patient, une période de ventilation initiale, le temps de prendre en compte et de traiter la raison pour laquelle le patient est admis et la raison pour laquelle la ventilation invasive a été mise en place. Et puis ensuite apparaissent une phase où on évalue, où on recherche la capacité du patient à être sevré. Puis était mis en évidence l'importance de la réalisation d'un test de sevrage, le Spontaneous Breathing Trial, et enfin on arrive à cette situation d'extubation. Et donc je pense qu'on peut retenir le postulat suivant, comme tout postulat potentiellement critiquable, et considérer que ce qu'on appelle sevrage volontiers, c'est cette partie-là qui débute lorsque le prérequis, les éléments constitutifs du prérequis à la réalisation du SBT sont réunis, et puis ensuite, avec toutes les problématiques qui peuvent survenir, notamment en cas de difficulté de réalisation de ce sevrage. Et la partie de ventilation préalable, en amont, finalement, elle est liée au temps nécessaire pour que la pathologie initiale soit contrôlée, et également sûrement un peu au temps nécessaire à ce que le patient se remette de nos bons soins. Qu'est-ce que le sevrage difficile, du coup? En relisant l'ARFE francophone et puis les guidelines nord-américains, c'est simple, finalement, cette notion de sevrage difficile n'apparaît pas du tout dans ces documents, dans ces recommandations. Pour autant, c'est quelque chose qui nous est quand même familier, cette notion de sevrage difficile. Et là encore, on peut revenir à la conférence de consensus de 2007, dans laquelle, entre autres choses, était proposée une classification du sevrage, proposition qui reposait sur l'avis et sur des avis d'experts ou sur l'avis des experts, et proposition basée sur la réalisation du test de ventilation spontanée et puis éventuellement le succès de celui-ci. Et donc cette classification comportait 3 groupes. Le premier groupe, c'est le sevrage simple, succès à la première tentative, et puis 2 autres groupes, donc de sevrage non simple, donc difficile, avec une sous-catégorie, je dirais, d'un sevrage qualifié de prolongé en fonction de la durée du processus et du nombre d'échecs, ou bien de la durée du processus après la réalisation du premier test. Et donc finalement, cette notion de sevrage difficile et sa classification, et sa définition repose beaucoup sur cette classification initiale.
Alors cette classification a été utilisée dans différentes études qui sont ici rapportées un petit peu en pêle-mêle avec au fil des années, en fait, de 2010 à 2016, quelques travaux qui ont utilisé cette classification. Ces travaux présentent bien sûr chacun des caractéristiques propres, notamment en termes de collectifs réunis, avec vous voyez quand même une variété, un écart important dans le nombre de patients, et puis également sur les critères d'inclusion ou bien le caractère rétrospectif ou non. Chacun de ces travaux, chacun de ces études, de ces travaux, a pu classer les patients en fonction de la classification proposée en 2007. Volontairement, je ne mentionne pas les chiffres parce que finalement, je crois et nous croyons, nous sommes quelques-uns, plusieurs à penser que le principal message, finalement, a posteriori, c'est toujours bien sûr plus facile d'avoir raison a posteriori, c'est qu'un nombre majeur de patients, bien que ventilés, donc potentiellement concernés par la question du sevrage, ne sont pas classés par cette étude. Il y a maintenant quasiment 2 ans, nous avons pu publier ce travail, la WIND Study. Le nous regroupe chacun des investigateurs des 36 unités de réanimation, essentiellement donc, en France, mais avec quelques unités européennes. Le nous regroupe aussi beaucoup le docteur Taïfam, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui aurait pu tout à fait présenter ce travail. Et donc au final, dans ce collectif, nous avons inclus 2709 patients intubés avec un recueil prospectif de données tout au long du séjour en réanimation de ces patients avec une limite à J60. Première étape, application à ce collectif de la classification de 2007. La moitié des patients ne peut être classée pour les raisons ici listées: absence de test de sevrage, absence de succès du sevrage, trachéotomie avant voire après un test de sevrage, recours à la ventilation non invasive qui, dans la classification 2007, a engendré un classement particulier. Et donc, face à ce constat, a été proposé, et nous avons proposé au travers de cette publication, de modifier, de recourir à de nouvelles définitions de la tentative de sevrage, donc la réalisation d'un test de ventilation spontanée ou bien une extubation, qu'elle soit planifiée ou pas, sans test de sevrage préalable. Et puis nous avons proposé de définir le succès du sevrage un petit peu différemment, considérant que l'on jugeait ce succès à 7 jours de l'extubation, en l'absence de réintubation ou de décès, et ce, quel que soit le recours à la ventilation non invasive. Basé sur ces définitions, nous vous avons proposé une nouvelle classification que voici. Le point clé, c'est la réalisation du test de sevrage. Tous les patients pour lesquels ce test n'a pas pu être réalisé ne sont pas concernés par le sevrage, n'ont jamais atteint ce stade et sont classés en groupe no winning, sans sevrage. Et puis nous proposons de classer en sevrage court ou simple les patients pour lesquels la question du sevrage est résolue dans les 24 heures qui suivent cette première tentative de séparation, de classer en groupe 2 les patients pour lesquels cette question du sevrage est résolue du 2e au 6e jour inclus, et finalement en groupe 3, les patients pour lesquels la question n'est pas résolue à J7. Ces 2 groupes 2 et 3 représentent la population relevant du sevrage difficile, et c'est la définition que je vous propose de retenir. En toute fin 2018 a été publié un travail sud-coréen dont le titre est clair, validation of the New Wind Classification. Donc un collectif de 1600 patients auxquels nos collègues sud-coréens ont appliqué la classification de 2007. 54% des patients ne peuvent être classés. Application de la classification WIND, tous les patients sont classés. Donc un travail qui, quelque part, apporte une validation de nos propositions. Concentrons-nous maintenant sur un aspect épidémiologique de ce sevrage difficile. On revient à la WIND Study, vous reconnaissez les 4 groupes, et vous voyez que finalement la somme des patients classés en groupe 2 et 3 représente 19% des patients de l'ensemble du collectif. Si l'on fait abstraction des patients qui finalement n'ont jamais atteint, qui sont classés dans le groupe no winning, eh bien ça représente 25% des patients. Un quart des patients qui arrivent au stade qui ont eu un test de sevrage, un premier test de sevrage, sont finalement classés en sevrage difficile. Nos collègues sud-coréens ont appliqué le même processus à leur collectif, avec cette fois-ci un résultat de 26% qui est finalement assez similaire, sachant qu'il y a probablement d'importantes différences
tant en termes de critères d'admission que de modalités de système de santé, qui peuvent expliquer ces chiffres un tout petit peu différents. On a pu étudier au sein de l'étude du WIND Study, déterminer des caractéristiques des patients concernés, enfin classés en sevrage difficile, et vous voyez sur ce tableau qu'il présente des caractéristiques qui les différencient significativement des patients du groupe 1, en termes de durée de séjour, de durée de ventilation, mais aussi, voire surtout, en termes de mortalité, avec un taux de mortalité qui est croissant de 6% pour le groupe 1 à 16% pour le groupe 2, et même à 30% pour le groupe 3. Donc on différencie vraiment des patients dont le parcours est différent. Ici, une autre façon de représenter ce risque de mortalité croissant avec le nombre de jours suivant l'échec d'un premier test de sevrage. Les mêmes résultats sont retrouvés dans le travail sud-coréen, avec sur ce tableau, sur cette diapositive, en haut la mortalité hospitalière qui est croissante en fonction du groupe auquel on appartient, et en bas la mortalité, enfin en haut, en réanimation, pardon, en bas à l'hôpital, qui sont croissantes dans les deux cas. Et puis sur cet autre schéma, on voit que le taux de succès est décroissant en fonction du groupe auquel on appartient, de façon extrêmement logique. En creusant encore un peu dans la base de données de WIND, on voit qu'on a pu isoler des facteurs associés au fait d'être classé dans le groupe dont le sevrage est court. Ce sont significativement des patients plus jeunes, avec des scores de gravité à l'admission en réanimation plus bas, donc moins sévères, plus fréquemment hospitalisés dans un contexte de chirurgie programmée, et enfin avec une résolution de l'épisode conduisant à la mise en place de la ventilation mécanique, un délai de résolution plus court. Dans ce travail WIND Study, on peut également faire un petit focus sur les patients du groupe 3, donc considérés en sevrage prolongé, mais c'est-à-dire quelque part une sous-catégorie spécifique, mais une sous-catégorie des patients dont le sevrage est difficile. Et vous voyez que donc, ça représentait 9% des patients. Un bon tiers de ces patients, au final, n'a jamais été sevré, en tous les cas avec une limite à J60. Ça représente un nombre de 90 patients, un collectif de 90 patients. Les 3/4 sont décédés. Et le dernier quart se répartit de façon équivalente entre le fait d'être sorti de l'étude car transféré vers un autre service toujours ventilé, ou bien d'être toujours hospitalisé dans la réanimation participante au travail WIND et d'être toujours ventilé. En somme, ces patients difficiles se définissent par le fait qu'ils n'ont pu être séparés avec succès du respirateur à la première tentative, mais également par le fait qu'ils présentent un pronostic qui est clairement différent de ceux qui ont été séparés avec succès à la première tentative. Ces patients ouvrent le champ d'un raisonnement physiopathologique complexe que je n'aborde pas du tout puisque c'est le thème des deux topos suivants focalisés sur deux spécificités, le diaphragme et le cœur, mais avec une multitude de problèmes qui peuvent apparaître et qui nécessitent des travaux à venir. Et finalement, ces deux derniers points justifient le recours et l'usage d'une classification de façon à pouvoir justement aider à la genèse de ces travaux et idéalement ensuite aider à la genèse de nouvelles recommandations. Je vous remercie de votre attention.